Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Cela fait déjà plusieurs mois que le Sénat poursuit des travaux sur la revitalisation des centres-villes. Dans ce cadre, les sénateurs ont tenu mercredi 6 décembre une table ronde sur les enseignes de ces centres-villes. Il faut dire que c'est un sujet très préoccupant. La France fait face à une désertification des centres-villes aujourd'hui. En moyenne, 11,7% des commerces de centre-ville en France étaient inoccupés en 2017 contre seulement 7,2% en 2012. Le gouvernement a d'ailleurs présenté lors de la conférence nationale des territoires de décembre son plan de revitalisation de ces centres-villes dans les villes moyennes avec 3 axes principaux: agir sur l'offre de logement, faciliter l'installation des commerces, développer enfin l'accès aux services, notamment la couverture numérique, ce qui ne suffit pas à complètement rassurer les sénateurs représentants des collectivités. Écoutez donc tout de suite leur inquiétude lors de cette table ronde. Le constat, je crois qu'il est partagé, il est clair. On a trop de centres-villes et de centres-bourgs qui souffrent et sont fragilisés en termes de fermeture de commerce. Beaucoup de locaux commerciaux sont vacants et en augmentation. Ça, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg, mais ce qui a permis de prendre conscience aussi d'un problème qui dépasse à la fois le commerce, puisqu'il touche aussi l'habitat en centre-ville, les équipements, les infrastructures, les normes d'urbanisme. Vous pourrez aussi nous en parler. Et je pense que l'enjeu pour l'avenir n'est rien moins que la conception que nous avons de la ville et du lien social. Est-ce qu'on veut pérenniser la ville à l'européenne? Certains, d'ailleurs, pays européens ont réussi à le faire, que ce soit en Allemagne ou dans les Pays-Bas, avec un centre-ville, un lieu de vie sociale qui soit à la fois une vie citoyenne, culturelle, voire religieuse. Bref, un lieu de vie collective et d'identité ou non. Je pense que c'est la question qu'on doit se poser. Notre objectif, puisque le constat est fait maintenant depuis un certain nombre de mois, parce que je crois qu'il y a une montée en puissance de cette problématique. On en parle de plus en plus. Et c'est pourquoi le Sénat, qui est le représentant des territoires et des collectivités, donc s'est saisi de ce problème. On a aussi un rôle à jouer dans cet aménagement du territoire. C'est une vraie politique d'aménagement du territoire que l'on doit mettre en œuvre pour faire régresser cette dévitalisation des centres-villes. Et donc, on a déjà fait un pré-rapport avec mon collègue Martial Bourquin qui a été publié en juillet sur la question. Et maintenant, l'objectif, c'est de passer aux solutions puis aux actes avec une proposition de loi qui, j'espère, arrivera à peu près en même temps que la 3e conférence des territoires voulue par le président de la République et qui nous permettra, je l'espère, de mettre à l'ordre du jour de cette conférence des territoires des solutions à la hauteur des problèmes. Donc les questions qu'on va vous poser aujourd'hui se ramènent au fond de nos interrogations. Que peuvent faire concrètement les pouvoirs publics et en particulier le législateur que nous sommes pour aider le commerce de centre-ville à survivre et puis retrouver je dirais, un chemin de développement. Quelles solutions vous semblent, vous aussi, les meilleures pour inverser cette tendance? Parce qu'il n'y a peut-être pas que des solutions législatives. Peut-être qu'on légifère trop dans notre pays. Peut-être la problématique, elle est peut-être là. Est-ce qu'il faut moins légiférer et trouver des solutions qui soient pragmatiques, hein? Voilà un petit peu les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et on va, si vous le permettez, vous poser un certain nombre de questions, parfois individuellement. Je pense qu'on va s'adresser aux uns aux autres, parfois collectivement. Et on laissera bien sûr la parole également à nos collègues qui sont ici présents, qui nous font l'amitié et l'honneur d'être présents, parce qu'ils s'y intéressent aussi beaucoup à cette problématique. Je pense que, notamment pour les villes moyennes, pour des départements plutôt ruraux, et donc ils ont à cœur aussi d'avoir
d'apporter aussi leurs questions, leurs solutions et de vous demander un petit peu comment vous voyez les choses dans vos différentes catégories de commerce. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire en préambule. Et si vous permettez, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque Martial Bourquin va commencer cette série de questions. Eh bien, mesdames et messieurs, on va commencer le débat, puis le mieux, c'est de poser des questions franches, puis vous nous répondrez de façon aussi franche, je crois. Je vais m'adresser à M. Schulz. Oui, vous avez eu des propos très fermes dans la presse. Je vous cite, « La multiplication des ouvertures de centres commerciaux de périphérie est déconnectée de l'évolution de la consommation. Ils offrent aux enseignes un taux d'effort divisé par 2 par rapport au centre-ville. Ils contribuent au dépérissement des cœurs de ville, surtout dans les petites et moyennes villes, communes, et donc à la destruction du lien social. » Ce sont vos propos, hein. Et vous évoquez dans la foulée l'idée de mettre en œuvre un moratoire sur les implantations commerciales. Comment verriez-vous un tel dispositif? Comment serait-il déclenché? Il devrait respecter le droit constitutionnel, déjà, ce moratoire, et le droit européen. Comme alternative, que pensez-vous de la mise en place de seuils d'alerte qui, rapportant par exemple le niveau, le nombre de mètres carrés de surface commerciale à la population ou à la consommation? Voilà, le blocage ou l'implantation trop nombreuse de surfaces commerciales, ou encore permettre aux collectivités territoriales de mettre en place des moratoires locaux en fonction de leur situation. Tout cela vous semble-t-il pertinent? Monsieur Schulz, question directe, réponse directe. Oui, alors ça m'a pas valu que des amitiés, mes propos. Un Monoprix n'est présent que dans le centre des villes. Donc, pour le coup, on est complètement aligné, vu qu'il n'y a pas de Monoprix en périphérie et très très peu en centre commercial. La réflexion, elle venait un petit peu de l'effritement du chiffre d'affaires dans un certain nombre de villes. Donc, on a à la fois des villes qui vont bien et des villes qui vont beaucoup moins bien. Hein, et pour vous donner une perspective sur le chiffre d'affaires au mètre carré d'un magasin Monoprix, quand on est dans Paris, on fait 10 000 euros du mètre carré. Quand on est sur une grande ville de province, on est sur 7 000 euros du mètre carré. Et quand on est dans une plus petite ville, on va être à 3 000 à 4 000 euros du mètre carré. Donc vous voyez l'écart de performance qui, derrière, bien évidemment, décline en termes de profitabilité, sachant que sur beaucoup de petites villes, en fait, on est présent parce historiquement, on est propriétaire et que on est présent jusqu'au jour où il y a des gros travaux à faire. Et ce jour-là, on ferme parce qu'en fait, on n'a pas les moyens d'investir. Et donc, en fait, on est dans un schéma qui est très peu vertueux, vu qui est quelque part qui conduit à ne pas investir sur ces surfaces de vente, qui, dans un certain nombre de cas, le mériteraient bien. Ou des fois, de se retrouver bloqué sur des fermetures liées à des investissements sur des normes, que ce soit sur les frigos, que ce soit sur les incendies, sur un certain nombre de choses. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne la solution qui était évoquée, qui est le moratoire, ce moratoire, bien évidemment, il doit être lié à la situation. Donc, ce que vous avez dit, moi, je m'y reconnais complètement. C'est pas un moratoire généralisé, vu qu'il y a des endroits où il y a besoin de dynamisme commercial, il y a besoin de créer des surfaces pour suivre l'évolution de la population, et il y a des endroits où la population croît, où les changements de lieu font qu'il y a besoin pour le commerce de continuer à respirer et de continuer à vivre. Donc un moratoire généralisé serait certainement pas la bonne solution. Par contre, il y a des endroits où il y a une surpression ou trop de pression commerciale qui font que, en fait, ce n'est bon pour personne, et ça conduit à quelque part impacter fortement le centre des villes. Et donc, nous, ce qu'on dit sur ce moratoire, en fait, aujourd'hui, on a un dispositif qui a été dévoyé par une adaptation, par une surtranscription de la loi européenne sur la CDAC, où on a considéré que les critères économiques ne rentraient plus dedans. Et donc, en fait, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les commerces, enfin, la CDAC est quasiment automatique. Enfin, si elle n'est pas automatique, elle est automatique au second niveau, vu que le critère économique, qui est la pression commerciale, n'est plus pris en compte. Alors même que si on lit la dispositive européenne, c'était pas le cas. C'est une fois de plus notre
Ouais, ça c'est vraiment notre mal français, c'est que et puis derrière en plus on va s'en servir pour dire c'est l'Europe qui a dit, donc en plus vous plaignez pas. Donc moi c'est un truc qui m'horripile souvent quand on a une réaction, c'est que on a cette vocation à toujours réécrire. Et en plus, en n'ayant pas du tout de courage politique, vu que derrière, c'est l'Europe qui a dit, donc c'est pas nous. Alors que quand on lit, j'ai eu le même cas sur les paiements en espèces, même le ministère ne savait pas de quoi il parlait. Et donc il nous disait c'est l'Europe qui a dit. C'était une surtransposition complète. Et même au niveau du ministère, on nous disait que non, c'est la faute à l'Europe. Donc, et ça, c'est aujourd'hui sur la CDAC, je pense que ce qui tue aujourd'hui, parce que le dispositif existe. Après, ce qui doit être fait à ce niveau-là ou à un autre niveau, je pense qu'il doit évoluer et autour de l'intercommunalité pour éviter cloche-merle et donc mon intérêt à moi contre l'intérêt de l'autre. Donc ça, c'est clairement une évolution à faire. Mais le dispositif existe, ne réinventons pas, simplement ne faisons pas de la surtransposition et remettons le critère économique qui correspondait à dire s'il y a trop de mètres commerciaux, on n'accepte pas. Enfin, je veux dire, tout existe. C'est simplement qu'à un moment donné, en faisant des choses, en changeant trop de choses, on a changé un dispositif qui fonctionnait globalement plutôt bien. Enfin, après, il y avait toujours des écarts et des endroits anti-commerce qui faisaient qu'on n'avait pas de CDAC. Mais fondamentalement, le dispositif existe et la notion de moratoire, elle doit être clairement locale et par rapport à des endroits de surpression et pas partout. Parce que ça serait aussi la mort du commerce. Le fait de ne pas pouvoir évoluer, de ne pas pouvoir avoir des nouvelles surfaces, c'est aussi pas bon pour le commerce. Très bien. Vas-y, Rémi. Bien. Moi, je vais poser une question qui s'adresse peut-être à plusieurs enseignes, que ce soit Monoprix, Galeries Lafayette ou la FNAC, puisque vous êtes des enseignes qui sont considérées comme un peu des locomotives dans vos secteurs. Et moi, je voulais savoir quels éléments vous encouragent à vous installer dans un centre-ville plutôt qu'un autre, ou à l'extérieur. Et plus particulièrement à la FNAC qui avait fait des choix de centre-ville, puisque vous avez fait des choix, par exemple, à Bourges, vous êtes installé en plein cœur de la ville. À Vannes, vous êtes plutôt en périphérie proche. Quelles sont les évolutions du cadre législatif et réglementaire qui seraient susceptibles de faire pencher la balance pour un centre plus qu'un autre? Est-ce que la fiscalité est un élément? Est-ce que les normes d'urbanisme, les problématiques de parking sont aussi des éléments? Et puis, plus globalement, alors ceux qui souhaitent me répondre le feront, est-ce que le problème de la fiscalité est-ce qu'une ZFU, par exemple, pourrait être susceptible de retenir votre attention pour l'installation en centre-ville? On a fait des zones franches parfois sur des anciens terrains militaires pour attirer des services. Parfois, on a même attiré tellement de services et de médecins qu'ils sont partis du milieu rural pour tous venir dans cette zone franche. Et donc, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Donc, parfois, ce n'est pas une bonne solution. Mais est-ce que là, dans la situation où on se trouve aujourd'hui, est-ce que ça peut être une solution ou non? Voilà les questions que je voulais vous poser. Alors, si vous voulez vous répartir les réponses à votre gré. Ok, donc alors allez-y. Je me lance. Donc la FNAC est historiquement une enseigne de centre-ville. Je pense que c'est utile de le rappeler à travers des points de vente initialement de taille élevée, donc 2000-2500 mètres carrés. Et nous, je pense que stratégiquement et dans notre volonté de faire évoluer l'enseigne sur des nouveaux modes de consommation, on souhaite maintenir ce modèle, notamment en ayant pris le virage de la proximité, ce qui nous a mené à avoir des magasins plus petits. Et le but principal de ce virage, c'était de pouvoir aller dans des villes plus petites et donc de pouvoir continuer, de pouvoir pérenniser et étendre ce modèle de centre-ville dans des villes plus petites et de ne pas être naturellement contraint par la taille de nos magasins à ne n'être présent que dans les très grandes villes. Donc nous, en effet, on est très soucieux de pouvoir maintenir ça. Donc les incitations, l'accessibilité, le parking, c'est un point important, peut-être moins que ça l'est pour Darty notamment, puisqu'on est quand même sur des typologies de produits qui nécessitent peut-être un peu moins d'avoir de l'emporter sur des produits volumineux. Les mécanismes type ZFU, pour nous, tout est ouvert. On est
on est preneur de pouvoir entamer un dialogue qui serait justement susceptible de pérenniser cette stratégie de centre-ville. On pense qu'on a un rôle, là je parle côté Fnac, on a un rôle sociétal d'animation des centres-villes qu'il faut pérenniser. Après, on a une réalité économique qui est effectivement la pression sur le foncier, la difficulté d'accès dans les centres-villes et le fait qu'aujourd'hui, on a des incitations très fortes à aller dans les centres commerciaux de périphérie. Mais voilà, on a plus un raisonnement, je dirais, économique que je dirais dicté uniquement par le cadre législatif, mais on est aujourd'hui, le point qu'il faut que vous reteniez, c'est que si ces dernières années l'enseigne Fnac a eu une tendance à aller s'installer en périphérie, c'est plus, je dirais, pour obéir à une forme de contrainte que par un changement de conviction profond sur le rôle qu'elle pouvait jouer sur l'animation des centres-villes. Donc là-dessus, on pense que le débat il doit se faire plutôt sur des mécanismes incitatifs que coercitifs. Et donc là-dessus, on souhaite être force de proposition sur ces différentes thématiques. Mais voilà, on est complètement... on peut avoir des débats sur les voies et moyens d'y arriver, mais on souhaite s'inscrire de manière proactive dans le débat sur l'animation des centres-villes. Il y a plusieurs moyens d'y arriver, mais en tout cas, aujourd'hui, on a sorti un plan stratégique hier et on a annoncé l'ouverture de 200 nouvelles franchises pour les enseignes Fnac et Darty. Certaines d'entre elles seront dans des centres commerciaux et en périphérie, mais on a quand même un potentiel immense de continuer à animer les centres-villes. Encore faut-il que économiquement, on puisse le faire. Et économiquement, on y arrivera si également nos magasins en périphérie peuvent ne pas être trop pénalisés par des contraintes fiscales trop importantes. Vos critères, précisément, parce que vous nous dites une ou deux, l'essentiel va être au centre-ville. Vos critères, alors bien sûr, il y a des critères de rentabilité, mais quels sont des critères que l'entreprise a choisis pour s'installer ou non en centre-ville? Je pense que on a une logique géographique. Aujourd'hui, on regarde où on est. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que notre modèle historique de magasin mettait, je dirais, une frontière naturelle sur les villes d'environ 50 à 60 000 habitants. En dessous de cette taille-là, ça ne faisait pas de sens d'aller ouvrir une Fnac de 2500 mètres carrés. Aujourd'hui, qu'on fait des tailles plus réduites, on peut commencer à 400, 500, 600 mètres carrés, on est en mesure d'élargir significativement le périmètre des agglomérations qu'on peut adresser. Et donc, naturellement, pour ce qui est de la localisation centre-ville versus périphérie, on va avoir un tropisme naturel vers le centre-ville. Néanmoins, force est de constater que ces dernières années, la logique, je dirais que les paramètres économiques, prix au mètre carré, mais également localisation des enseignes environnantes, parce que finalement, on n'est jamais seul dans le commerce, il faut voir qui est autour, et finalement, il y a des effets d'agglomération qui font qu'on est sur une zone de trafic ou non. Donc, c'est pas forcément notre propre fait, mais la logique économique a fait qu'on a peut-être plutôt eu tendance à aller dans la périphérie de ces grandes villes. Mais je dirais que l'ADN de l'enseigne, et on aimerait pouvoir renouer encore plus avec ça. L'ADN de l'enseigne, c'est d'être un retailer pas tout à fait comme les autres, puisqu'on est intimement convaincu que la Fnac a un rôle sociétal à jouer, et ce rôle, elle a plus vocation à le jouer dans le centre d'une ville que dans une périphérie. Installé dans des villes peut-être un peu plus importantes, non, Non, alors on est présent, on a aujourd'hui un spectre assez large. Quel est le nombre d'habitants sur lequel vous... Alors on est assez à l'aise avec cette notion de seuil à 50 000 habitants, mais on descend bien en dessous, puisqu'on a des magasins dans des villes comme Saintes, Libourne, etc. Donc on a des magasins qui vont de 3 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc avec un spectre très large, et je dirais à 90% dans le centre-ville. Donc on est présent dans tout type de typologie, donc je rejoins évidemment ce qui vient d'être dit. Mais la vraie question, enfin, il faut juste avoir en tête que il faut savoir qu'un magasin, et particulièrement un grand magasin, mais c'est vrai aussi pour mes collègues, c'est un animal très sensible. Donc on n'est pas en train de dire que, quand je dis ça, c'est qu'on a des structures de coûts fixes qui sont très importantes. On pourrait se dire que perdre 2 ou 3% de chiffre d'affaires, finalement, c'est rien. Mais en fait, c'est considérable à l'échelle d'un magasin ou dans la distribution. C'est ce qui fait la différence. 5%, c'est ce qui fait la différence entre un magasin rentable et un magasin non rentable.
Donc c'est pour ça que cette notion de mètre carré, elle est très sensible, parce qu'on est sur un travail de très grande précision. C'est ça notre métier. Alors évidemment, quand ça marche bien, et les grandes années nous l'ont montré, c'est un modèle qui gagne bien. Maintenant, on est dans des années qui sont beaucoup plus compliquées. En l'occurrence, dans l'habillement, on est sur 10 ans consécutifs de baisse de nos marchés. Avec la multiplication des mètres carrés et l'explosion du e-commerce, la productivité des mètres carrés globalement sur notre secteur s'est effondrée. Donc elle a perdu 25 ou 30%. Donc c'est pour ça que cette problématique, elle est évidemment très sensible, et la multiplication des mètres carrés est un sujet extrêmement sensible, d'ailleurs, que ce soit en périphérie ou en centre-ville. Le point vous faisiez sur la périphérie versus le centre-ville. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se pose la problématique de la fiscalité sur les centres-villes par rapport à la périphérie? Mais c'est aussi parce qu'on ne joue pas tout à fait avec les mêmes éléments. Aujourd'hui, aux Galeries Lafayette, on a 33 magasins qui datent d'avant 1930. Je peux vous assurer qu'exploiter des magasins de cet âge-là, c'est très compliqué. D'abord, honnêtement, je préférerais 1000 fois exploiter une belle boîte sur un parking. Ça nous coûterait beaucoup moins cher. Et alors évidemment, je vois en frais de personnel, voilà, mais évidemment en termes d'investissement, de remise aux normes, etc., on a des investissements considérables de mise aux normes. Quand on a des immeubles Eiffel qui font partie de l'architecture, de l'ADN d'une ville, c'est en cœur de ville, un magasin Galeries Lafayette, en règle générale, quand vous arrivez à la gare, vous n'avez pas besoin de donner la rue, etc. Vous dites, amenez-moi aux Galeries Lafayette, c'est pas un sujet. Donc ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de notre modèle, mais ça coûte extrêmement cher à entretenir et à exploiter aussi, à entretenir et à exploiter. Ça, il faut bien en avoir conscience. Le deuxième point, c'est que, évidemment, pour faire du commerce, il nous faut quoi? Il nous faut de la sécurité, de l'accessibilité et de l'animation. Nous, tout seuls, même en tant que locomotive, on ne suffit pas. Un Galeries Lafayette, on investit des millions d'euros en marketing dans chacun des magasins, y compris les petits magasins dont je vous parle. On investit de façon considérable en marketing, mais ça ne suffit pas. Si on n'a pas effectivement cette accessibilité, la sécurité, de l'animation de centre-ville et des petits commerces aussi, on a besoin de ce tissu commerçant environnant, des restaurants, de l'animation de centre-ville. Les gens ne viennent pas en centre-ville faire leur shopping. Notre mobilisation aujourd'hui, elle n'est pas pour notre format spécifiquement. Elle est effectivement autour de la dynamique commerciale du centre-ville, parce que c'est un écosystème qui fait que ça marche ou ça ne marche pas. Le troisième point, c'est qu'on est souvent face à des problématiques de compétences. C'est-à-dire que quand vous êtes en périphérie, vous avez en général des centres commerciaux. Quand on parle du commerce de périphérie, on parle rarement de quelques enseignes isolées. On parle de centres commerciaux qui sont gérés par des professionnels des centres commerciaux qui savent accorder et je le sais d'autant plus volontiers qu'on a quelques magasins en périphérie, des conditions de financement particulièrement intéressantes, des loyers particulièrement bas pour faire venir telle ou telle enseigne ou pour compenser telle ou telle période de difficulté. Ce sont des spécialistes des marques, des enseignes, etc., qui ont tous les contacts. Le problème en centre-ville aujourd'hui, c'est qui s'occupe de la commercialisation des centres-villes? Une multitude de propriétaires, des élus qui sont, hélas, plus ou moins experts de ce type de problématiques qui interviennent dans le process, mais c'est très compliqué d'avoir le bon niveau d'interlocuteur pour participer à cette dynamique, cette commercialisation, etc. Ça fait que, in fine, quand vous prenez l'accessibilité, l'animation, les charges qu'ils portent et le niveau d'expertise, ou en tout cas le dynamisme commercial, on est effectivement sur des différences qui sont assez notables, qui font qu'il est difficile aujourd'hui, pas simplement d'implanter un magasin, mais de l'y maintenir. Et donc les conditions fiscales, elles viennent pas de... Enfin, on n'est pas là pour parler de conditions fiscales, c'est une façon de réajuster un peu la donne, de faire en sorte qu'effectivement, dans certaines villes, je ne parle pas de toutes, parce que là je rejoins Régis à 200%, on est sur des dynamiques très très différentes entre les grandes et les petites villes. Mais c'est très très net. Alors nous, pour le coup, on a cru gentiment entre 0 et 2% dans les grandes villes, et on est en décroissance notable dans les petites villes. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est aussi pour rééquilibrer un tout petit peu le centre-ville par rapport à la périphérie, au vu de ce que je viens de vous exposer. Je compléterai la réponse, si c'est possible, d'Olivier, parce que je pense qu'il a totalement raison et on s'inscrit dans la même. C'est dans les choses faciles à faire ou dans les choses, les normes. Aujourd'hui, comme le dit, moi, on a été créé il y a 85 ans. Toutes les normes, elles sont faites sur une boîte. Donc les normes incendie, les normes de circulation. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un bâtiment historique, vous êtes entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les normes qui s'additionnent, et de l'autre côté, les monuments historiques et machin qui vous dit vous pouvez toucher à rien. Et donc, vous retrouvez aujourd'hui, moi, je vais donner des exemples concrets. J'ai 2 magasins
que je vais devoir... Aujourd'hui, il n'y a aucune logique économique à garder ouvert parce qu'on me demande de refaire toute la partie du froid, de toutes les installations froid. J'en ai pour 1,5 million sur un magasin qui va gagner 10 à 20 000 euros par an. Donc ça n'a aucun sens de faire. Il faut que j'installe des ascenseurs dans tous mes magasins pour les accès aux étages. C'est des immeubles qui sont classés, etc. Et un ascenseur, c'est 150 000 euros. Ça n'a aucun sens économique. Donc aujourd'hui, c'est évident que on a tout intérêt, et c'est ce qui était la réponse de la FNAC, et qui est vrai, vous avez, dans beaucoup de cas, vous avez tout intérêt à vous installer en périphérie. Vous avez beaucoup moins de contraintes. Et les bâtiments, ils sont flexibles vu que c'est des pots de yaourt. Donc quand vous êtes sur un bâtiment qui est historique, on vous demande les mêmes normes de largeur d'allée. Moi aujourd'hui, je pleure pour refaire des magasins et je perds 30% de surface linéaire quand je refais un magasin. Donc automatiquement, moins de surface linéaire, moins de chiffre d'affaires. C'est aussi mécanique que ça parce que j'ai besoin d'élargir les allées, etc. Et que ça, à un moment donné, sur un bâtiment historique, il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire, quoi. Donc voilà. Donc ça, vraiment, sur les normes aujourd'hui qui s'appliquent, elles sont toutes faites sur la base d'un commerce hors du centre-ville, sur des boîtes, et donc la multiplication des normes fait que vous avez tout intérêt à sortir du centre des villes, enfin, où c'est intenable d'être en centre-ville. L'autre point sur la fiscalité, je pense que le plus gros problème de fiscalité, c'est aussi la fiscalité d'Internet versus les magasins. Aujourd'hui, toute la fiscalité française est basée sur des actifs, donc sur des taxes foncières. Donc aujourd'hui, moi, et j'avais fait le calcul quand j'étais patron de Darty, donc je payais 3 fois plus de taxes si je vendais en magasin que sur Internet. Donc je n'ai aucun intérêt à continuer à faire ce qui est bon pour la société, c'est-à-dire investir mais aujourd'hui les taxes foncières, les taxes sur les ordures, alors même qu'on doit s'en occuper, hein, donc on paye la taxe mais on s'en occupe nous-mêmes, donc on multiplie à 4 taxes qui est sur le foncier. Aujourd'hui les taxes foncières, elles ont l'inverse de ce qui est l'objectif, vu que quelque part le législateur, donc, il ne fait que taxer ce qui fait de l'emploi. Moi, j'avais fait le calcul, c'est 3 fois plus de taxes, 3 fois plus d'emplois. Donc, on taxe le plus, ce qui crée de l'emploi, ce qui crée du lien social. Aujourd'hui, le commerce physique est 3 fois plus taxé. Quand Darty vend une machine à laver, il y a 3 fois plus de taxes quand il le vend dans un magasin que quand il le vend sur Internet. Aujourd'hui, et cette taxation sur le foncier, elle est criminelle encore plus en centre-ville. Pourquoi ? Parce que ça fait en plus un niveau de charge fixe. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un magasin ferme ? C'est pas tellement que le chiffre d'affaires décline, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus payer charges fixes. Et donc, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on a beaucoup de charges fixes et la fiscalité en rajoute encore, ce qui fait que, par définition, qu'on ait une taxation variable sur le niveau de chiffre d'affaires ou même le niveau de profit, à la limite, c'est logique. On gagne, on paye. On perd, on paye moins. Mais là, aujourd'hui, sur le commerce de centre-ville en particulier, quelle que soit notre performance économique et quelle que soit l'évolution de cette performance, on va payer plus de taxes foncières que les taxes sur toutes les autres taxes. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de tuer le commerce par la taxation. Et les maires, en fait, en plus, comme c'est le seul outil qui reste aux collectivités, ont tendance quand même à augmenter ou à jouer un peu dessus. Et donc, vous avez eu la question sur... Aujourd'hui, on augmente de plus en plus ces taxes foncières. Et donc, et vous tuez de plus en plus le commerce. Et vous tuez l'emploi, et vous tuez le lien social, et quelque part, à un moment donné, vous n'aurez plus personne pour payer les taxes. La piste d'une zone franche en centre-ville, quand il serait en reconversion, en revitalisation, ça vous paraît une piste intéressante Monsieur Bon. Oui, alors c'est un excellent point. On est présent aujourd'hui, on a à peu près la moitié de notre parc en nombre de magasins qui sont dans des petites villes et des villes en difficulté. Personnellement, je pense qu'effectivement, ça peut être une des solutions. Il faut un coup de fouet pour ces villes-là, pour les redynamiser. Il faut une mobilisation de tous les acteurs, nous y compris. Et là, j'insiste beaucoup sur ces partenariats. On a l'expertise, on a le savoir-faire. La dynamique de centre-ville, c'est aussi notre succès. Donc il ne faut pas se méprendre sur le fait qu'on pousserait nos intérêts. C'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas seulement vrai, en tout cas. Le point, c'est de dire un centre-ville qui fonctionne bien, c'est un magasin qui fonctionne bien. Et donc, on a certaines villes aujourd'hui qui ont des indicateurs qui sont extrêmement alarmants. Vous parlez du taux de vacances, vous avez raison. Le niveau de richesse, le taux de chômage, la part du PIB qui est fait en centre-ville versus la périphérie. Voilà des indicateurs qu'on suit de façon extrêmement précise, et on est capable de dire qu'aujourd'hui, entre autres, mais qu'aujourd'hui, la moitié des magasins dans lesquels dans les moitié des villes dans lesquelles nous sommes, qui sont des villes aujourd'hui en difficulté ou avec au moins un de ces indicateurs dans le orange, voire dans le rouge. Et donc, il faut effectivement trouver et mobiliser l'ensemble des acteurs pour donner un coup de fouet au centre-ville
à un instant donné. Donc de façon temporaire, pouvoir aider l'ensemble des acteurs. Et encore une fois, il ne faut pas que ça s'applique simplement à quelques acteurs, mais bien à l'ensemble de l'écosystème du centre-ville. Je trouve que c'est une excellente idée. Donc une idée comme celle-ci est une idée qui doit pouvoir contribuer à donner de l'air. Oui. Monsieur Pellaret. Sur les aspects de la zone franche, moi je peux qu'abonder dans votre sens. Effectivement, je pense que c'est très bien, surtout que dans l'évaluation d'une implantation possible éventuellement dans des villes, ce qui joue énormément, c'est les quelques premières années qui sont un peu critiques pour l'activité. Le temps que le chiffre d'affaires monte en puissance et que la profitabilité monte en puissance, il est tout à fait critique dans les 2 ou 3 premières années, effectivement, que les coûts fixes ne pèsent pas trop dans l'exploitation. Et je pense que pour des commerces même de taille entre guillemets plus petite, c'est d'autant plus critique que ça permet ou non la survie de l'exploitation. Donc je pense que moi je militerai effectivement dans ce sens, parce que c'est un élément qui pèse sur les coûts d'exploitation, et notamment au niveau des premières années où on a besoin de faire monter en puissance la profitabilité. Sur la qualité de l'écosystème, c'est très important pour nous également qu'on ait une véritable variété, même si on est des locomotives. C'est tout à fait important. C'est vrai qu'aujourd'hui, les centres commerciaux, je dirais que l'avantage des centres commerciaux, il est fonctionnel. L'avantage des centres-villes, il doit être expérientiel. C'est-à-dire que ça doit être un véritable parcours, à la fois pour les habitants, à la fois pour la périphérie, mais également, on n'a pas parlé encore de l'activité touristique, qu'elle soit française ou internationale, et à mon avis, sur lequel il y a des ressources à aller chercher, qui sont absolument, dont le potentiel est très très important. C'est vrai que quand on va dans les villes moyennes aujourd'hui, le samedi et le dimanche, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe rien du tout, et alors que souvent, on a des centres-villes qui sont, d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue culturel, tout à fait attractifs. Encore faut-il que les choses soient ouvertes, que les musées soient ouverts, que les visites soient possibles, que ça ne ferme pas trop tôt quand ça ouvre, et que les commerces aussi soient ouverts. Donc on arrivera peut-être aussi à reparler des ouvertures dominicales, en particulier dans des villes de taille moyenne. Juste pour la zone franche. Il y a Monsieur Doré qui voulait intervenir, je crois, là. Oui. Sur ces questions-là, hein, parce que on va essayer d'aller question par question, parce que sinon, quand on pose une série de questions, on répond jamais à toutes les questions et c'est pas suffisamment précis. Donc on reste dans ce domaine-là. Je pense, pour ce qui est de faciliter et d'alléger les charges de tous ces commerçants qui s'installent ou même qui sont installés dans les centres-villes, bien sûr, forcément d'accord. Je pense que le commerce de proximité a vocation à être dans les centres-villes, quelle que soit la taille des centres-villes, mais il doit y avoir un certain nombre de facteurs qui contribuent à sa réussite. La première des choses, c'est, il y en a 2 essentiels qui tournent autour de l'accessibilité. La première des choses, c'est quand vous avez des gens qui veulent aller au centre-ville, c'est qu'ils puissent circuler et se garer. Et on voit bien que les villes où ça réussit, je pense à proximité à la ville de Rueil, c'est qu'il y a un parking dans le centre-ville où on accède facilement et du coup les commerces vivent. Dans le parking, il y a aussi les zones bleues. Favoriser tout ce qui est le turnover. Les arrêts minutes. Si vous saviez, un commerce de proximité, s'il a la chance d'avoir 2 ou 3 emplacements d'arrêt minutes, mais c'est salutaire parce que autrement, vous avez des voitures ventouses qui sont devant les commerces et il ne se passe rien. Donc, le parking, c'est le parking, mais c'est aussi la zone bleue, le turnover, tout ce qui contribue au flux. La deuxième chose, elle a été déflorée, c'est on a dans ces commerces de proximité affaire à des indépendants. Moi, je suis contre le fait de légiférer. Je pense qu'il faut laisser libre cours à ces indépendants. La première promesse du commerce de proximité, c'est d'être ouvert quand il a des clients. Et il sera apprécié quand il a des clients. Fort de cela, je pense que l'ouverture dominicale, dans certaines villes, bien sûr, dans les grandes villes, l'ouverture du soir, mais l'ouverture dominicale 7 sur 7 me paraît être, à l'appréciation du commerçant, une nécessité d'ouvrir. Vous avez des commerces qui ouvrent 7 sur 7 et vous seriez surpris. Les chiffres, le dimanche après-midi, dans certains environnements, sont le plus grosse demi-journée de la semaine. Je peux vous dire qu'avec ce qui se passe sur Paris aujourd'hui, les commerces, suite à l'arrêté qui est tombé, on a une recrudescence des visites d'inspection du travail, les gens couvraient et il y avait une sorte de connivence, ils ouvraient, aujourd'hui perdent 10% du chiffre hebdomadaire quand on leur demande de fermer le dimanche. Or, si on veut que ces gens vivent,
laissons-les vivre. Après, il y a des compensations avec le personnel à trouver. D'ailleurs, s'ils ne le trouvaient pas, on irait au self-scanning, c'est une très mauvaise chose, on ne veut pas ça. Hein. On est sur des emplois, on peut employer de l'étudiant, mais ces deux facteurs d'accessibilité, qui soient le parking sous toutes ses formes et la liberté d'ouvrir, me paraissent essentiels quand on parle de pérennité du commerce. N'importe comment, en face de nous, on a des gens qui vont livrer 24 sur 24. Hein. Aujourd'hui, devant la difficulté, on voit que les hyper et les super ouvrent le dimanche matin. Ils font leur métier, sauf que ça affecte d'autant. Je peux vous dire que quand un hyper sur la place, pour ne pas le citer, de Vélizy, je connais un commerçant qui est dans sa zone, depuis qu'il ouvre les dimanches matins, il a perdu 10 à 15% le dimanche matin. Donc voilà, il faut lui donner des espaces de vie à ce commerce de proximité. Merci. Oui. Une dernière question. Sur la fiscalité, je pense qu'il est important que ça soit tout le monde et pas uniquement ceux qui s'installent, parce que sinon on crée des effets d'aubaine. Moi, je pense qu'il faut il faut faire évoluer la fiscalité qui porte sur le foncier pour la porter soit sur le chiffre d'affaires, soit sur... Mais il faut arrêter de taxer le foncier. On est en train de tuer le commerce physique. Alors, je vais laisser la parole, si vous voulez bien, à mes collègues qui vont poser un certain nombre de questions. Donc, François Calvet, Nelly Tocqueville, et puis Madame la Provoté. Merci beaucoup de prendre la parole. Et moi j'avais une question à poser qui est souvent quand on fait nos études ici, je vous écoute, on vit un peu en vase clos, c'est-à-dire on vit en France, voilà, il y a ça. Bon. Moi je suis un peu originaire de la frontière, puisque je suis sénateur de Perpignan, pour simplifier, et je vois des phénomènes... quand je vais dans des petites communes, des villes de 9000 habitants, où on a fait un hôpital transfrontalier commun entre la France et l'Espagne, par exemple à Pucerda, j'ai la commune de Pucerda à 9000 habitants, il y a un monde comme ça, avec des commerces pleins, dans le centre de la ville. À côté, à la frontière du Bourg-Madame, il n'y a plus personne, plus aucun commerce. Bon. Quand je vais à Perpignan, j'entends les grilles à 7 h du soir fermées, nique, on dirait, bon, etc. Je vais à Gérone, à Figueres, il y a du monde de partout, hiver comme été, il y a un foisonnement. Bon, il y a des grandes surfaces à Gérone ou à la Jonquière, d'autres choses, mais sur les grandes surfaces. Bon, pourquoi, d'un côté, tout est fermé, d'un côté, ça ne marche pas, et là-bas, il y a un monde fou. Voilà. Et Gérone et Perpignan, c'est comparable en population. Hein. C'est autour de 100 000 habitants chacune, hein, chaque ville. Donc pourquoi, là-bas, c'est plein, ça fonctionne. Même le marché du centre-ville de la Gérone, le marché, il y a une animation considérable. Moi, Perpignan, voilà. Et je n'en veux à personne, parce que j'ai été conseiller municipal de Perpignan avant d'être maire dans une autre commune, mais chargé des foires et marchés. Donc à l'époque, maintenant il y a beaucoup d'années. Mais pourquoi petit à petit ça s'est paupérisé, que ces commerces sont fermés, et là-bas au contraire, ils ouvrent, et dès qu'il y en a un qui ferme, bon, le lendemain ils trouvent preneur, où vous voyez enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a une étude, est-ce que vous avez pas du fait d'avoir... On va prendre une autre question de Nelly Tocqueville. Oui, merci Monsieur le Président, merci aux deux présidents. Oui, alors moi, évidemment, la situation est complexe. Vous avez évoqué des problématiques que l'on comprend, et en fait, les conséquences, on les vit au quotidien. Bon, moi, je suis élue de Seine-Maritime, Rouen, et j'ai été maire encore récemment d'une commune de 860 habitants. Autour de Rouen, les centres commerciaux se sont développés à une vitesse extraordinaire. Je pense même qu'à un moment donné, on a dû battre des records. Moi, je m'interroge. J'ai aussi des fonctions dans la métropole Rouen-Normandie, et aujourd'hui, j'ai des collègues qui sont maires de communes de 5 000, 6 000, 15 000 habitants, et qui se lamentent, non pas parce que les commerces ferment, mais parce que les services disparaissent, en particulier les services de médecine. Et en fait, on se rend compte que tout est lié. Quand les commerces ferment,
les professions libérales s'en vont, mais quand les professions libérales s'en vont, en même temps, souvent, je n'ai pas dit toujours, ça s'accompagne aussi de fermeture de commerce. Donc c'est vrai que cette problématique, il nous appartient de nous en emparer, nous, en tant qu'élus de territoire. Les causes sont multiples, vous l'avez dit. Il y a un point que moi j'aimerais relever, vous avez mentionné l'accessibilité. Or, je suis aussi membre de la commission d'aménagement du territoire et du développement durable et j'aimerais savoir quelle est votre approche de ce regard nouveau que nous devons jeter sur l'accessibilité au centre-ville. Vous avez parlé de parking, vous avez parlé d'arrêt minute. Or, nous, aujourd'hui, on s'interroge sur la façon de limiter les voitures dans les centres-villes pour privilégier donc les transports en commun. Donc, n'y a-t-il pas là une piste de travail dans une réflexion commune à mener entre les acteurs du commerce local et les acteurs de l'aménagement du territoire? Or, il se trouve que, en tout cas, à Rouen, c'est comme ça, les intercos ont aussi les compétences du développement des transports en commun. Et puis d'autre part, à l'inverse, le développement des centres commerciaux à l'extérieur des villes favorise aussi les émissions de gaz à effet de serre, les déplacements en voiture. Je pense que tout le monde aurait intérêt, y compris le citoyen pour sa propre santé, tout le monde aurait intérêt à réfléchir à un développement du commerce en centre-ville, mais peut-être aussi par le biais d'une accessibilité différente, une accessibilité par les transports en commun à développer manifestement. Certes, les transports en commun existent dans de nombreuses villes, mais n'y aurait-il pas là une piste de réflexion et de travail en commun? Voilà, c'est une question que je vous pose. Assez rapidement, parce qu'on a quand même des contraintes de temps. Je pense qu'il faudrait qu'on ait terminé vers, on va dire, 16h45 ou plus tard. Hein. Donc, on a encore quelques questions à vous poser. Et si vous pouvez répondre aussi très synthétiquement, chacun un tour de rôle sur la question de M. Calvet, Mme Tocqueville, sur ces trois problématiques différentes, que chacun se prépare, si vous voulez bien, à répondre. Votre temps de parole n'est pas imputé sur le mien, rassurez-moi. Je plaisante. Donc deux questions. Enfin, une première qui me permet de rebondir un peu sur celle de ma collègue. Moi, je suis élue de Caen et les centres commerciaux en périphérie de Caen et l'agglomération Caen-la-Mer ont un peu défrayé la chronique. Et il y a encore un dernier sujet qui défraie encore la chronique. Je ne citerai pas l'enseigne en question, mais donc on connaît ce sujet. Je rebondis sur le fait que c'est quand même à un moment on a entendu qu'il y a des objectifs commerciaux. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est parce qu'il y a eu un transfert en périphérie des populations et des politiques finalement d'accessibilité de centre-ville qui ont fait que voilà, c'est l'offre qui a créé, enfin c'est la demande qui a créé l'offre, etc. Donc il faut bien avoir conscience aussi que dans ce groupe de travail et dans nos objectifs à nous et dans l'objectif des politiques publiques, c'est-à-dire un retour plus vertueux sur les questions de déplacement, sur les questions environnementales, sur tous ces sujets-là, il va y avoir un retour sur les centres-villes aussi et une convergence des politiques publiques pour permettre à des pôles relais en termes d'aménagement du territoire de jouer pleinement leur rôle. Donc on fait revenir le médecin, on met en place les médecins, on met en place des pôles de santé, on essaie de faire revenir les services de proximité. Et que est-ce que vous avez conscience que ce sujet-là va être un sujet prégnant, mais aussi ça va être un élément d'anticipation parce qu'il y a des opportunités à saisir et il va y avoir un retour sur les centres-villes, y compris dans les questions de politique publique, dans leur globalité. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est il y a une théorie qui est un peu émergente depuis quelques temps de retour de l'expérience de consommation ou d'achat dans les centres-villes. C'est-à-dire que les centres commerciaux de périphérie perdent de l'intérêt, de leur attrait et qu'il y a une espèce de retour à cette volonté d'être dans la vraie vie, dans la vraie rue, au milieu des vraies places de ville et au milieu des vrais habitants. Et qu'on parle du e-commerce, mais le e-commerce serait peut-être plus favorable aussi à une expérimentation qui est plus proche finalement d'une réalité attendue par les acheteurs potentiels. Donc est-ce que c'est un élément qui est réel, qui est très prégnant et qui monte en puissance? Alors, si vous voulez bien, donc
chacun. Qui répond d'abord à Monsieur Calvet? Alors, on ne vous demande pas de faire une réponse avec mais donner des solutions plutôt. Et quelles sont les idées que vous pouvez nous donner justement par rapport au commerce en frontalier, comme l'a expliqué François Calvet. Donc, qui veut bien répondre sur la question de M. Calvet? Monsieur Bron? Oui, alors, si j'ai le droit de faire un package, ça serait un grand privilège, parce que je crois qu'il y a une réponse qui est commune, à la fois pour répondre aux problématiques qu'on avait tout à l'heure. On parle beaucoup d'accessibilité globalement, mais on ne peut pas parler d'accessibilité sans parler de duplication de l'offre. À mon avis, c'est très important. En gros, c'est de se dire, si on trouve la même chose en centre-ville qu'en périphérie, la clé, c'est l'accessibilité. Vous allez faire vos courses, si vous devez acheter le même objet, que vous l'avez à portée de chez vous, où vous devez faire 5 km de plus avec des problématiques pour vous garer, et évidemment que vous allez aller à côté de chez vous. Donc l'accessibilité, elle est critique, ça c'est certain, et il faut qu'on trouve des solutions. On est tous conscients de la problématique environnementale, et vous portez évidemment un sujet très important. Donc il faut du coup raisonner à l'échelle du territoire, et ça rejoint la problématique des CDAC, des autorisations de mètres carrés. Il faut aussi qu'on crée une logique de gestion de l'offre et de non-duplication de l'offre. En gros, si demain on se dit, la périphérie, c'est d'abord dédié. Alors je vais mettre l'alimentaire de côté. L'alimentaire, il y a vraiment cette logique de proximité, de quotidienneté, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas, pour répondre à Madame tout à l'heure, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Si je vais parler de l'habillement, en l'occurrence, ou de l'équipement de la personne, qui est notre sujet. Là, pour moi, pour les Galeries Lafayette, je dis qu'il faut faire attention à la non-duplication de l'offre. Si vous avez exactement la même chose en périphérie et en centre-ville, vous allez aller au plus court, et donc l'accessibilité est le sujet clé. Voilà, il faut bien réfléchir à la cohérence de l'offre et à la façon dont on structure ces mètres carrés. Si demain vous dites, la périphérie, je donne un exemple, c'est la maison, le sport, et que le centre-ville, c'est la mode, la culture, ça rend les choses extrêmement claires. Et là, du coup, il y a, en termes de type de commerce, à ce moment-là, vous avez des destinations qui sont totalement différentes. Les choses sont claires pour les clients et pour les consommateurs. Vous prenez votre voiture, vous allez en centre-ville, vous prenez votre voiture jusqu'en parking relais, vous prenez les transports en commun, avec tout ce qui va bien pour que le transport en commun soit pertinent, pour aller en centre-ville faire vos achats de destination. Ensuite, vous restez en périphérie pour aller acheter un canapé ou je ne sais quoi, parce que c'est plus facile. Voilà, ça peut être une des solutions. Pour répondre à la question qui a été posée, l'accessibilité, ça a été dit, c'est vraiment le point clé. Quand vous avez le choix entre deux éléments, c'est là où vous allez au plus vite. Et c'est vrai qu'en centre-ville, vous prenez l'exemple des Pays-Bas, les parkings sont payants dans les centres commerciaux. Donc à un moment donné, aujourd'hui, vous avez le choix, vous mettez plus de temps d'aller en centre-ville que d'aller en centre de périphérie. Vous avez d'un côté du parking gratuit, facile, large, etc. De l'autre côté, des fois, pas de parking ou des parkings payants. Donc à la fin, vous allez faire vos courses où ? Eh bien, pas en centre-ville. C'est aussi logique que ça. La question, elle est aussi simple que ça. À partir du moment où vous avez le choix et le consommateur est un être raisonnable, eh bien, vous avez le choix, vous allez là où c'est plus accessible. Et aujourd'hui, la contrainte environnementale, le client ne la prend pas en compte lui-même. Donc, c'est pour les autres. Donc aujourd'hui, il va au plus simple. Et la plupart du temps, malheureusement, la périphérie, on a fait des autoroutes, on a fait des beaux accès, on a fait des parkings gratuits. Et bien aujourd'hui, la périphérie est plus accessible que le centre-ville. Et sur le centre-ville, par contre, on a multiplié les contraintes, que ce soit les parkings payants, les accès, etc. Donc aujourd'hui, le commerce de centre-ville, il souffre d'une accessibilité qui est moins bonne que le commerce de périphérie. Vous pouvez le faire comme vous voulez, à partir du moment où vous avez la même offre, c'est l'accessibilité qui fait la différence. Merci. La partie de Perpignan, je pense qu'il y a une partie sécurité qui compte aussi. La sécurité est importante et la notion de sécurité du consommateur, elle est importante, y compris dans les centres-villes. Donc cette notion-là d'un environnement où j'accède facilement, je me gare facilement, je peux emporter mes produits et je suis en sécurité, c'est la clé du commerce. J'ai une autre série de questions. Christian Manable, Madame Berthet et Monsieur François Bonhomme. Et après, donc, Martial, tu concluras parce que il y a encore peut-être une ou deux questions, mais je pense qu'on va se préparer comme ça. Christian. Oui, merci, Président. Bon, on sait tous que la dévitalisation des centres-villes a des causes multiples, l'habitat, l'animation, la fiscalité, le vieillissement parfois des centres-villes, etc. Mais je pense que
Une des problématiques, c'est incontestablement, et ça a été dit à plusieurs reprises cet après-midi, l'accessibilité de ces centres-villes avec les bouchons, la pollution, le stationnement, etc. Moi, je voudrais vous faire part d'un exemple que je connais bien, l'exemple que je connais le mieux, en l'occurrence la ville d'Amiens, en Picardie, dans le département de la Somme, n'est-ce pas? C'est une agglomération de 180 000 habitants. Or, cette ville connaît actuellement une véritable métamorphose. J'en parle très librement, je ne suis pas élu dans cette ville, n'est-ce pas? Je n'ai aucune responsabilité politique, ni dans la ville, ni dans l'intercommunalité. Métamorphose au plan à la fois de la mobilité et au plan de l'activité commerciale. 3 choses. D'abord, la création d'un BHNS, d'un bus à haut niveau de service, qui va transformer, je pense, le système de mobilité dans le centre-ville, y compris dans l'hypercentre, couplé donc à des parkings relais. Ensuite, on a eu l'ouverture avec l'inauguration en fanfare par le président de la République d'Amazon, 107 000 m², 107 000 m², juste en périphérie d'Amiens. Et puis l'ouverture toute récente, ça remonte à même pas un mois, de Shopping Promenade, qui a pour aménageur Fray, et qui livre clé en main l'application de la célèbre phrase d'Alphonse Allais, mettre la ville à la campagne. Car en fait, on reconstitue en périphérie d'Amiens, sur des champs agricoles, eh bien, un centre-ville, une immense rue piétonne, avec les magasins, avec même une crèche ouverte le week-end pour permettre aux parents de faire les courses en toute tranquillité. On laisse le gamin à la crèche, avec des parcs de jeux pour les enfants également à l'extérieur, avec un aménagement paysager qui est vraiment très 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 beau, et puis surtout des restaurants, des cafés, etc. et d'immenses parkings. Et là, on a transféré en fait la pollution atmosphérique qu'on évoquait des centres-villes vers la périphérie, mais on y ajoute aussi, du fait de la présence de ces immenses parkings, une imperméabilisation des sols agricoles par les parkings qui, on le sait, comportent des effets néfastes au plan environnemental. Voilà ce que Amiens connaît, mais l'exemple d'Amiens, je pense, n'est pas particulier. Ça doit exister dans d'autres villes, et je crois que les élus locaux ont bien des difficultés à redynamiser le commerce de centre-ville. Martine Berthet. Oui, merci. Alors tout d'abord, peut-être simplement compléter par une information sur l'aspect accessibilité, stationnement. Je pense qu'avec la dépénalisation du stationnement, beaucoup de villes vont mettre des zones bleues, voire rien du tout dans leur centre-ville. Donc là, il y a peut-être une lueur d'espoir qui va arriver, donc ceci dès le 1er janvier 2018. Donc peut-être voilà, une amélioration de ce côté-là. Ensuite, effectivement, à côté de l'aspect fiscal dont vous avez parlé et qui effectivement paraît très important entre le e-commerce et le commerce traditionnel, on va dire, j'ai bien aimé, quelqu'un a parlé d'un centre-ville qui doit être expérientiel. Je trouve que c'est très important, effectivement. Donc, à côté du travail qui peut être fait par les élus d'aménagement urbain, notamment en lien avec les habitants, au niveau donc des commerces, est-ce que vous avez déjà travaillé, parce qu'effectivement il y a la question de l'animation proprement dite faite par les unions commerciales ou autres, mais en tout cas est-ce qu'il y a ce travail qui est fait entre les enseignes, le commerce indépendant ou entre les commerces de taille un peu plus grande et les petites surfaces? Voilà, est-ce que vous avez des liens, quelque chose qui se construit dans ce sens-là ou pas? Merci. Monsieur François Bonhomme. Oui, merci. Est-ce que je réduis la discussion en laissant penser que le point commun de toutes les interventions, c'est quand même de réduire l'avantage comparatif de la périphérie par rapport au centre, que ce soit en termes de réglementaire, notamment le rôle des CDAC qui a été fortement modifié par la loi LME. J'ai souvenir d'une époque où on avait quand même des données sur la densité commerciale qui était un élément fort de décision, de prise de décision dans la commission, et aujourd'hui c'est fortement réduit. Sur le plan foncier, ça a été dit. Sur le plan fonctionnel avec l'accessibilité et sur le plan fiscal.
Est-ce que c'est une multiplicité de facteurs, pour peu qu'on en joue et qu'on reste aussi en ligne avec le principe absolu constitutionnel de liberté de commerce? Est-ce que c'est pas un ensemble de mesures qui seraient de nature à inverser une tendance lourde quand même? Parce que je suis aussi d'un territoire, on a parlé des villes de 100 000 habitants ou 150 000 habitants. Mais moi, je vois des petites communes qui avaient 5 000 habitants, 10 000 habitants, qui avaient une activité commerciale forte. Alors, toute chose égale par ailleurs, mais moi, je suis dans le sud-ouest, une zone qui, quand même, démographiquement se développe. Et je peux vous donner des exemples comme Souillac, comme 6 000 habitants, où il y avait une vraie vie de commerce traversée par un national. Aujourd'hui, c'est un alignement de pas de porte vide. Fois préfecture, même chose. Villefranche-d'Auvergne, 12 000 habitants, grosse difficulté. Je me demande comment on va pouvoir inverser cette tendance lourde et profonde, qui a été accélérée par des histoires d'ordre réglementaire avec la loi LME. À mon avis, ça n'a pas favorisé les choses. Mais je ne vois mal comment on peut inverser cette tendance lourde, sauf à jouer sur des multiples facteurs et de manière profonde et durable. Et l'exemple que donnait notre collègue sur effectivement des shopping centers, enfin on les appelle de manière beaucoup plus poétique aujourd'hui, mais enfin c'est quand même ça, reconstituer une pseudo-vie sociale du centre-ville avec des fausses places, des fausses fontaines, enfin tout est fake, j'allais dire, dans cette histoire. On dira, on voit bien que c'est faux, mais je suis bien obligé de constater que ça draine du monde. Donc peut-être qu'il y a une question d'ordre culturel aussi, parce qu'on est en train de perdre ce qui faisait la force de la vie sociale dans les centres de villes en Europe, parce que c'est un phénomène qu'on trouve aussi en Italie et en Espagne. Donc c'est pour dire que c'est multifactoriel aussi, parce qu'il y a une espèce de prise de conscience. On sait bien que le consommateur est schizophrène. Enfin, il y a une partie du cerveau qui raisonne comme ça, et une autre partie qui raisonne en termes de consommation immédiate et d'avantages comparatifs, l'accessibilité notamment. Mais voilà, en clair, voilà, quels sont tous les leviers parmi ceux que j'ai pu citer qui vous paraissent, dans l'ordre logique, devoir être combinés pour avoir un effet non seulement de stopper l'hémorragie générale, mais de renverser la tendance, quoi. Oui, merci. Anne Chanarcher, et puis... Oui, moi, je voudrais revenir sur 2 points. On est tous d'accord sur les problèmes d'accessibilité, différents problèmes de sécurité, etc. Je pense que nous sommes d'une génération de ceux qui ont vu naître les grandes surfaces, vraiment. Et dès le départ, on n'a pas eu les bonnes exigences. On aurait dû être exigeant dès le départ. On n'a pas eu ces exigences-là. Aujourd'hui, il y a effectivement la nécessité d'inverser cette tendance avec la création probablement de contraintes plus fortes que celles que nous avons jusque-là et que nous rencontrons jusque-là. Moi, je n'ai pas la chance dans mon territoire, je suis du nord-est de la Seine-et-Marne. Quand je vois vos enseignes, que je vois Monoprix, Darty, la Fnac, les Galeries Lafayette, c'est déjà une marque de qualité à laquelle, malheureusement, nous n'accédons pas dans nos petites villes de 5 000, 10 000, 15 000 habitants en Seine-et-Marne. Et ce qui a été décrit tout à l'heure, de centres-villes qui ont été totalement vidés de leur substance, nous l'avons vécu. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à inverser la tendance. Et que nos centres commerciaux ne sont pas des centres commerciaux de grande qualité. On y trouve du sport, on y trouve de l'alimentaire, mais finalement, on ne trouve rien de très, très attractif. Alors, je me dis qu'il y a peut-être 2 pistes. Si vous voulez, nous, parlementaires, avons besoin de mettre les choses noir sur blanc dans un texte de loi. Or, ce que l'on se dit les uns et les autres, c'est un ensemble de paramètres, de constats qu'il ne faut pas dupliquer ce que l'on trouve dans les centres périphériques et en centre-ville, tout ça est très bien, mais concrètement, comment est-ce que nous pouvons écrire les choses, à part finalement avoir des incitations fiscales fortes, d'une part. D'autre part, ce que je voulais aussi savoir, c'est si au niveau des CDAC, on ne pouvait pas avoir cette réflexion de bouquet d'offres que l'on peut proposer en centre-ville et qui, quelque part, s'assemblant, présentent
une appétence et propose une zone de chalandise qui va aller chercher des consommateurs là où ceux-là ne seront pas retrouvés en périphérie ou dans des centres-villes qui ne sont pas très attractifs. Voilà. Avoir cette idée en CDAC de... Voilà, vous voulez mettre à Monoprix, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une parfumerie, il faut qu'il y ait un coiffeur. Voilà, vous voyez, cette idée-là peut-être, pourquoi pas. Et puis, avoir une réflexion sur des incitations fiscales fortes pour essayer de rétablir tout de même un équilibre qui n'existe plus, parce que je ne sais pas à terme ce que vont devenir nos centres-villes. Merci Anne-Catherine Loisier. Merci, rapidement. Juste, moi, une idée qui a été évoquée et que je retiens et qui me semble importante pour beaucoup de territoires, c'est le fait de confier l'aménagement, la commercialisation de nos centres-villes à de véritables professionnels. Puisque je pense, et on le voit très bien dans vos expressions les uns les autres, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres et des paramètres changeants à prendre en compte. Et je crois que là, on a vraiment un effort en termes d'organisation sur nos territoires. Après, je me demande, mais beaucoup de vos enseignes le font déjà finalement aujourd'hui. Elles ont à la fois un commerce sédentaire et en même temps, elles font du e-commerce. Est-ce que nous n'avons pas intérêt à essayer de développer davantage cette carte du e-commerce en s'appuyant sur un commerce sédentaire qui, du coup, apporte de la qualité, du conseil, de la proximité, un plus. Voilà, moi, je me demande si on ne doit pas, plutôt que de dire il y a le e-commerce, il y a le commerce sédentaire, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'a pas non plus intérêt à s'approprier ce nouvel outil qui, de toute façon, va se développer et pour lequel, je me répète, mais vous apportez, dans le cadre du commerce de proximité et du commerce sédentaire, un plus qui est le plus de la relation humaine, de l'apport, enfin voilà. Qui répond donc aux différentes questions en ciblant, si vous voulez, la question à laquelle vous répondez. Oui. Monsieur Pellaret. Très brièvement sur les... Si on peut dire un peu quels sont oui, les atouts en périphérie, c'est probablement l'accessibilité, probablement une question de coût et de praticité. Ça coûte moins cher, c'est plus pratique, c'est plus accessible. Effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure, les centres commerciaux, par rapport à la pauvreté de l'expérience, sont en train de reproduire des centres-villes qui sont faux. Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'on n'a pas mis en avant les atouts du centre-ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas lutté contre ces problèmes d'accessibilité et de coût. Donc à mon avis, c'est les deux facteurs absolument déterminants sur lesquels on n'avait pas un avantage concurrentiel de centre-ville et sur lequel il va falloir lutter contre les centres commerciaux. Allez-y, attendez. Juste sur monsieur, allez-y. Concernant l'accessibilité, je pense que la problématique a changé. Hein. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les Vous répondez à quelle question? Parce que bon, vous avez je vais essayer de faire une réponse globale. Comment? Je vais faire une réponse globale en partant de l'accessibilité, qui est un mot qui est revenu à plusieurs reprises. Voilà. L'accessibilité, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, ce qu'il faut que les centres-villes y soient, c'est suffisamment accessible. Ils ne seront jamais aussi accessibles qu'un centre commercial. Il faut qu'ils soient suffisamment accessibles. Pourquoi? Pour que le consommateur puisse vivre une expérience. Et donc effectivement, là je rejoins le sujet de l'expérience. Aujourd'hui, on a une opportunité qu'il faut qu'on saisisse, qui est qu'en fait le e-commerce est en train de gommer progressivement l'avantage concurrentiel des grands centres commerciaux en dehors des villes, avantages concurrentiels qui sont un prix plus bas, et avantage concurrentiel qui est le fait de pouvoir emporter le produit avec soi parce qu'on peut se garer facilement, puisque aujourd'hui le e-commerce, il livre presque quasiment aussi rapidement qu'on peut acheter un produit. Donc aujourd'hui, on a une fenêtre d'opportunité pour créer un avantage de différenciation et un avantage concurrentiel par rapport à la périphérie, qui est de faire que les centres-villes renouent avec une vocation de lieu de vie et de lieu d'expérience. Mais il faut se dépêcher, car en face de nous, on a des acteurs très structurés qui sont les bailleurs. Et les bailleurs, ils sont très peu nombreux. Ils sont très professionnels, ils ont beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les gens type Unibail, Clépierre et autres, ils ont une vision à 20 ans. Ça rejoint ce que vous dites, monsieur, sur ce qui se passe à Amiens, pour quelque part créer la ville en dehors de la ville, et puis compenser la baisse de trafic qui existe dans les centres commerciaux en apportant de l'expérience dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, les centres commerciaux subissent eux aussi une baisse de trafic. En fait, on a un ennemi commun qui est le e-commerce. Simplement, d'un côté, il y a des acteurs professionnels et structurés qui sont les bailleurs et qui ont une réflexion à 20 ans, qui engagent des frais considérables, de frais de conseil, de consulting, de McKinsey et autres, pour penser le centre commercial de demain, non plus comme un lieu de commercialité, mais comme un lieu d'expérience. Avantage que les centres-villes possèdent aujourd'hui, mais c'est un avantage qui est encore inexploité et pas suffisamment révélé. Donc il y a plusieurs leviers.
L'accessibilité en est un, mais encore une fois, il ne s'agit pas de rendre les centres commerciaux, les centres-villes aussi accessibles qu'un centre commercial, ils ne le seront jamais. Il faut qu'ils soient suffisamment accessibles pour aller se promener, aller vivre une expérience, et non pas emporter une machine à laver car elle est livrée en 2 heures par Darty ou autre. Mais donc l'accessibilité est un moyen parmi d'autres, mais la fin, c'est l'expérience et la différenciation par rapport à des centres commerciaux qui ne sont pas encore expérientiels, mais qui vont le devenir. Donc je rejoins ce que vous dites, il faut que les centres-villes soient accompagnés par des professionnels qui les aident à penser comme une foncière. Non pas comme la foncière d'aujourd'hui qui a une approche strictement commerciale, mais comme les foncières de demain qui ont une approche commerciale et expérientielle. Monsieur Lauzier. L'animation commerciale, je pense qu'aujourd'hui, quand il y a de l'animation commerciale, notamment à la fin de l'année, on est dans l'initiative d'associations de commerçants, mais c'est du ponctuel et c'est pas très structuré. Je pense qu'on n'a pas évoqué le rôle que certaines mairies ont su prendre avec les managers de centre-ville. Je crois que c'est un vrai facteur. Il ne faut pas se tromper sur la qualité de la personne, parce qu'il faut qu'elle ait vraiment un champ très ouvert, parce qu'elle doit tout couvrir. Mais il y a un rôle de moteur là. Il y a un rôle de moteur sur les implantations. Il y a un rôle. Elle doit être perçue dans l'environnement de la mairie sur les questions de l'habitat, parce que c'est pas que le commerce, c'est un sujet global. Mais je crois qu'il y a un grand rôle des managers de centre-ville. Tout à l'heure, on oppose les centres commerciaux, ils sont structurés avec des directeurs de centre. La ville, si on attend que le fruitier se mette d'accord avec le marchand de TV pour créer l'union commerciale, c'est du ponctuel, mais c'est pas structuré. Sur l'omnicanal. Monsieur Schultz. Oui, juste sur l'omnicanal, vous avez raison, c'est une chance pour le commerce à partir du moment où on a une fiscalité qui n'est pas aussi différente entre les deux canaux. Aujourd'hui, on a tout intérêt en tant que commerçant, parce que c'est vrai qu'on se développe sur Internet, à faire que de l'Internet pur et surtout ne pas avoir de surface de vente. Donc arrêtons ce truc-là, parce que c'est vraiment pour moi aujourd'hui la priorité que vous avez, c'est d'avoir une politique fiscale qui au minimum soit égalitaire entre les différentes formes de commerce. Aujourd'hui, elle est complètement inégalitaire et vous tuez le commerce physique. Est-ce que vous avez d'autres, M. Pellaret ? Oui, juste peut-être une idée sur la création d'un écosystème qui ne soit pas uniquement un système de commerce, mais aussi un système de service public, aussi un système où il y a des musées, où il y a une expérience, justement, cette expérience, d'avoir pour nous, dans notre capacité à s'implanter dans une ville, c'est de connaître justement la richesse de ce tissu. Et qu'on ait une database qui pourrait servir à la fois d'ailleurs à des implantations franco-françaises, mais éventuellement à un regard aussi par rapport à l'international et à des entreprises qui voudraient s'installer en France, qu'on ait une espèce de database qui nous donne un petit peu de quoi est constitué le centre-ville et donc quel est son potentiel en termes d'exploitation. Je voudrais juste renforcer le point de Pierre Pellaret sur le sujet, où je suis tout à fait d'accord, qui serait disponible pour les enseignes, mais aussi pour les collectivités locales. Le problème aujourd'hui, à mon sens, c'est qu'on mesure assez mal, enfin en tout cas de façon très hétérogène, d'une collectivité à une autre, ou d'un écosystème à un autre. Et donc il serait très important de fournir les bons indicateurs et les bons éléments pour qu'on puisse les mesurer. Et ensuite, vous avez raison, il faut les confier aux bonnes personnes, parce que c'est pas évident à analyser, les choses bougent très vite, etc. Et il faut des experts et des sachants sur le sujet. Je crois beaucoup à ce manager de centre-ville qualifié pour porter des sujets comme celui-ci. Il faut, vous l'avez dit, et heureusement que le centre-ville devient une préoccupation nationale, parce que moi je suis convaincu que c'est un sujet, mais il faut qu'il soit porté par les bonnes personnes. Vous ne pouvez pas être expert de tout, et donc il faut que des personnes, experts, sachants sur ces sujets, portent ces sujets, et donc il faut des managers de centre-ville qui connaissent le commerce, qui soient capables, qui aient accès aux informations, qui soient capables de les lire et de les analyser, et qui aient les moyens ensuite d'agir en fonction de ça pour gérer la commercialité, pour gérer l'animation du centre-ville et son dynamisme, et la collaboration avec les privés que nous sommes, avec les entreprises qui participent à la dynamique du centre-ville. Mais déjà une attention, c'est un bon départ d'avoir déjà une attention, une sensibilité par rapport à l'aspect commercial des choses. Et on voit d'ailleurs d'une ville à l'autre que cette sensibilité au commerce, elle contribue aussi très activement à la vitalisation du centre-ville. On a parlé des parkings, on n'a pas parlé de l'affichage des parkings, etc. Tout ce qui facilite quelque part l'expérience fonctionnelle de ces centres-villes. Bien.
Martial, oui, quelques mots. Pour vous dire que vos interventions ont été vraiment très appréciées parce que vous nous donnez des pistes très intéressantes pour poursuivre cette étude. Cette étude, je ne sais pas si vous avez lu la première partie, c'est-à-dire le bilan. Il semble bien que sur le bilan, on soit tous d'accord. Le problème, c'est les solutions. Les solutions, il y en aura plusieurs. D'abord, est-ce qu'il y a une volonté politique de sauvegarder les centres-villes? Tout à l'heure, vous avez parlé d'un rôle sociétal des centres-villes. Je pense qu'on est assez tous d'accord autour de la table, que ce soit des élus ou des professionnels comme vous, pour dire le centre-ville est irremplaçable. À partir de là, comment on arrive à le sauver? Est-ce qu'on a des mesures correctives ou structurelles? Mesures correctives, ça a été le FISAC, qui a baissé comme neige au soleil. Et il n'y a bientôt plus de FISAC. Et ce qu'on a besoin, c'est justement d'avoir à la fois... Ben oui, on a des amendements là-dessus. Oui. On a tous des amendements là-dessus. Mais vu l'ampleur des problèmes posés, le FISAC n'était qu'une solution corrective. Il faut agir dans plusieurs domaines. J'ai l'impression que la question de l'urbanisme est une question essentielle. Et de l'urbanisme commercial. Alors l'urbanisme, vous avez parlé d'accessibilité, parking, c'est évident. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas de commerce. Ça ne peut pas fonctionner. Mais deuxième chose, l'urbanisme commercial, est-ce que ce n'est pas le moment de revoir en grand la question de l'urbanisme commercial? Comment on ouvre ou non des surfaces commerciales? Est-ce que, même y compris ce qu'on parlait d'Amiens ou d'autres villes, est-ce que c'est la bonne solution quand un centre-ville est en difficulté d'en recréer un autre ailleurs? C'est toutes des questions sur lesquelles ça vaut la peine de se pencher. Ensuite, il y a les ouvertures. Moi, j'ai bien aimé votre responsabilité tout à l'heure quand vous dites, certes, ouverture, ou alors, à un moment donné, on empêche des ouvertures, mais on le fait dans certains endroits à partir de certains ratios. Pas quelque chose de général. Pas quelque chose de général, parce que, inévitablement, dans certains endroits, il y aura besoin d'ouverture. Voilà. Sur les questions des services, il n'y a pas de centre-ville sans commerce, mais il n'y a pas de centre-ville sans service. Avec la crise des professions médicales, y compris parfois des ZFU qui ont été créés à la périphérie des villes, qui ont emmené des professions libérales et tout ça est un cocktail catastrophique pour les centres-villes. Catastrophique pour les centres-villes. Après, il y a les maires qui ont un rôle à jouer pour une requalification de leur centre-ville. Et là, il faut qu'ils se donnent un droit de préemption renforcé sur tous les commerces de centre-ville, parce qu'il n'y a rien de pire que le mauvais commerce contre le commerce. Hein. Et un commerce qui est très mauvais, qui n'est pas du commerce réellement, vous savez que maintenant, aujourd'hui, on parlait de commerce frontalier, le blanchiment et tout ça, peut créer de gros problèmes au commerce. Et donc, essayer de faire en sorte que les villes ou les bourgs aient tous les moyens d'agir pour justement faire en sorte qu'on donne la priorité au commerce et aux services. Et ensuite, il y a la question de la fiscalité. Moi, pendant le temps où j'ai occupé la fonction de maire, j'ai créé des locaux commerciaux pour faire baisser le prix du mètre carré. Il était épouvantablement cher et en mauvais état en plus. Et ça, c'est le problème que vous avez quand vous voulez vous implanter dans un centre-ville. Et créer pour faire baisser déjà le prix du mètre carré. Et deuxième chose, faire en sorte qu'on ait une fiscalité adaptée. Vous avez tous les handicaps en centre-ville et à l'extérieur, ils ont tous les avantages. Rétablir un petit peu d'équilibre avec une fiscalité et pourquoi pas mettre en ZFU, c'est 5 ans hein, la ZFU, hein, mettre en ZFU des centres-villes qui ont envie de se revitaliser. La question de... C'est vrai que vous aviez raison en disant faites attention, Amazon, c'est un concept précis. Mais on ne peut pas laisser le e-commerce aux autres, à Amazon. Et même si le e-commerce, maintenant, permet à quelqu'un, ici, dans cette salle Clémenceau, ou dans sa chambre ou dans sa salle à manger, d'aller visiter un commerce, de connaître les promotions. Et faire en sorte, par exemple, qu'un centre-ville ait une plateforme connectée qui donne l'accessibilité à tous les commerçants du e-commerce,
c'est une bonne chose. Et quand il y a des managers de centre-ville, ils peuvent contribuer avec une étude en regardant et avec quelques spécialistes en informatique de mettre le e-commerce à la disponibilité de tous les commerçants et de tous les services. Moi, j'ai l'impression, mais je sais que c'est partagé par Rémi, les centres-villes, c'est une volonté politique. On l'a ou on ne l'a pas. Moi, j'avais une ville de 15 000, j'ai gardé 400 artisans commerçants. C'est une fierté, mais tout est fragile. À tout moment, ça peut être mis en cause par une implantation mal choisie et par sur la circulation ou dans différents domaines. Et c'est pour ça que c'est une volonté politique. Et pour que ça soit une volonté politique partagée et faire en sorte que ce soit au niveau national, on ne passera pas à côté de la loi. On est obligé d'aborder la question de la loi de l'urbanisme commercial, de faire des corrections importantes pour que les CDAC, je ne sais pas comment elles s'appelleront demain, puissent... Moi, je suis tout près de l'Allemagne, je suis à moins d'1 heure. Vous allez à Fribourg, dans le centre-ville, vous avez des grandes surfaces comme les vôtres qui sont là et qui irriguent le centre-ville, qui jouent un rôle de locomotive dans le centre-ville, et ils ont réservé à un endroit la possibilité de faire des grandes surfaces, mais ça ne se fait pas n'importe où, comme on le veut. Il y a des études d'impact extrêmement importantes qui font qu'ils ont pu préserver leur centre-ville. Alors, vous allez nous dire, est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Je pense. Ça ne sera pas tout à fait ce qu'on voit en Allemagne, mais on pourra essayer de redonner de l'équilibre. Redonner de l'équilibre, c'est toucher à l'ensemble de ces domaines. Voilà, moi, en tout cas, on vous remercie avec Rémi, avec nos amis qui sont ici. Vos interventions ont été très pertinentes et nous permettent de travailler à un bon rapport et à de bonnes propositions. Moi, si tu me permets de rajouter sur l'urbanisme, je crois que c'est maintenant les communautés, l'intercommunalité qui doit jouer un rôle majeur sur l'urbanisme par le biais de SEM, par exemple, pour revoir une construction en centre-ville, pour aménager les parkings, pour revoir pour les locaux, pour peut-être parfois racheter des locaux commerciaux, pour faire des pépinières de locaux commerciaux, comme on le fait pour des pépinières d'entreprise, parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est de pouvoir se réapproprier le centre-ville, où on voit que finalement la population a quitté le centre-ville. Au-dessus des magasins, autrefois, on avait le commerçant qui habitait au-dessus, un étudiant qui était au 2e étage, et il y avait du monde dans le centre-ville. Maintenant, vous allez dans les centres-villes, il n'y a plus personne. Le commerçant, il habite en périphérie ou un peu plus loin, et les locaux sont souvent inoccupés. Donc il y a tout un travail à faire en termes d'urbanisme, non pas seulement commercial, mais aussi locatif, en relation avec les agglos. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien que, si vous pouvez nous renvoyer une contribution avec les 3 ou 4 points essentiels que vous verriez évoluer. Dans le domaine de l'animation, on a parlé des managers, je pense que ça me paraît indispensable. Même si vous, en tant que locomotive dans les centres-villes, vous avez aussi un rôle à jouer avec vos commerces environnants. Est-ce que vous le jouez à fond? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire complémentaire? Sur le moratoire, évidemment, je pense qu'on ne peut pas généraliser, mais il faudra peut-être des moratoires locaux, bien ciblés. La fiscalité, Martial en a parlé, l'accessibilité, la sécurité, les normes de construction, les normes par rapport à l'architecte des bâtiments de France, où on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés. Donc, si vous pouviez nous dire, voilà, parce qu'on a parlé d'idées générales, mais de préciser votre pensée par écrit sur les aspects à la fois législatifs, mais aussi réglementaires, parce que nous, on peut agir sur le législatif, le réglementaire, c'est plus compliqué, mais ça serait bien que vous puissiez nous apporter une contribution en précisant les uns et les autres les quelques points fondamentaux pour faire avancer les choses dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a une vraie attente au niveau national. Oui. Vous n'avez pas évoqué l'amplitude, les ouvertures, les horaires d'ouverture, la liberté d'ouvrir. Pensez qu'il y a encore en France 20 départements qui les interdisent au travers d'arrêtés préfectoraux
qui impose la fermeture d'une journée par semaine. On a encore ça, et on avait ça à Paris il y a 6 mois. Donc surtout de grâce, ne perdons pas ça de vue, parce que c'est la première promesse du commerçant de proximité, hein, que d'être ouvert quand il y a des clients. Et je crois que là-dessus, ça avance très vite. Hein. Alors quand ce sont des indépendants, ça va vite. Bah, ils le font eux-mêmes. C'est eux qui ouvrent. On a un marché couvert où ils nous ont demandé, on a 25 commerçants par exemple qui sont dedans, ils nous ont demandé une amplification plus importante des horaires. Enfin, bien sûr, on l'accorde dans ces cas-là. Aujourd'hui sur Paris... Mais vous voudriez que ce soit au niveau général. Oui, à tous les niveaux. C'est la liberté d'ouvrir. Il y a un vrai problème d'amplitude d'horaire. Pendant midi, il y a beaucoup de villes moyennes où tous les magasins sont fermés pendant midi. Oui. Tous les magasins sont fermés pendant midi. Et c'est vrai, c'est pourtant là où ceux qui travaillent dans les administrations, quand il reste des administrations en centre-ville, viennent commercer. Donc il y a vraiment aussi un travail à faire de formation des commerçants et de volonté vraiment forte de se développer. Monsieur Boule. Professionnel a été, je dirais, assez en pointe sur le sujet au cours de ces dernières années. Donc, on a effectivement, avec la loi Macron, donc du 6 août 2015, fait un pas en avant, puisque dès lors qu'on est en zone touristique internationale ou en zone touristique municipale et qu'on a signé un accord avec les organisations syndicales, on peut ouvrir. Ensuite, il y a la question du commerce de détail alimentaire abordé donc par notre ami du syndicat de la proximité. C'est vrai qu'on a encore cette borne du 13 heures. La loi Maillet avait repoussé de 12 heures à 13 heures parce que on avait vu qu'effectivement les marchés dans les villes arrêtent de plus en plus tard. C'est 13 heures, mais maintenant dans beaucoup de villes, les marchés arrêtent à 13h30 ou à 14h. On a observé depuis quelques années que finalement dans les villes où la loi n'était plus respectée, il y en a quand même pas mal, en particulier en région parisienne, il y a une énorme appétence de consommation alimentaire, de faire des courses un peu ciblées. On ne fait plus des courses fond de placard comme on faisait auparavant dans beaucoup de villes. On fait des courses tout le temps, des petites courses le dimanche après-midi, le dimanche en milieu d'après-midi. Et donc nous, notre proposition, et nous portons un amendement sur le sujet, consiste à dire que les commerces qui souhaitent ouvrir au-delà de 13 heures, on maintiendrait la règle des 13 heures, mais ceux qui souhaiteraient ouvrir au-delà doivent signer un accord social avec les organisations syndicales et définir eux-mêmes les compensations et les modalités des horaires d'ouverture. C'est-à-dire qu'on reprend un peu la doctrine Macron, pas d'accord social, pas d'ouverture ou pas de libéralisation, et accord social, eh bien le commerce essaie de répondre à ses clients, mais et là aussi, équité de la concurrence, équité sociale. Il n'y en a pas qui vont ouvrir et pas payer leur personnel. Non, nous, on pense qu'il faut que tout le monde soit, une fois de plus, logé à la même enseigne. Et enfin, sur le soir, nous avons obtenu dans la 3e ordonnance, article 35, là aussi, sous réserve d'accord social, la possibilité de repousser au-delà de 21h, donc les horaires d'ouverture. Ça sera, je dirais, une nouvelle expérience, puisque c'est une loi qui va être ratifiée bientôt par vous, mesdames et messieurs les sénateurs, mais nous avons là aussi obtenu un petit progrès, c'est-à-dire dès lors qu'on a discuté avec son personnel, on a discuté avec les syndicats et qu'on s'est mis d'accord, on pourra peut-être élargir là aussi les horaires d'ouverture, parce qu'il faut le répéter, Internet 24/24, 7 jours sur 7, et si on n'est pas en capacité de lutter quand on a des clients, on est mort, c'est même pas la peine de discuter sur la culture en centre-ville. Voilà, merci. Faut pas baisser les bras. Merci à vous. Voilà pour cette table ronde sur les enseignes de centre-ville qui s'est tenue dans le cadre des travaux menés depuis plusieurs mois par la Commission de l'aménagement du territoire autour de la désertification des centres-bourgs et des centres-villes. Vous avez notamment pu entendre l'inquiétude des sénateurs, cela alors même que le gouvernement a dévoilé un plan pour revitaliser ces centres-villes lors de la conférence des territoires de décembre. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions et les tables rondes sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.